on a vu avec le fil uniformément chargé que les calculs étaient déjà un peu compliqués, certes, et qui pouvaient de toute façon donner des résultats que quand on demandait ou qu'on calculait le champ en des points un peu particuliers de l'espace. On n'a pas d'expression générale pour le champ en tout point de l'espace. On va voir un autre cas qui est lui aussi uniformément chargé. Tout le monde est un peu uniformément chargé, on dirait. C'est le cas du disque, et c'est un autre cas où les calculs sont faisables. On a donc représenté ici notre disque uniformément chargé. Il est de rayon grand R, on fait encore super original, et pour aller dans la même veine, on va appeler sigma la densité surfacique de charge en coulombs par mètre carré. Il convient maintenant de bien choisir le système de coordonnées pour pouvoir notamment décrire l'intégralité du disque. Et pour ça, le mieux, c'est pas de prendre un système cartésien comme celui qui est dessiné, mais d'utiliser des coordonnées cylindriques en R, θ, Z. Alors commençons par donner les coordonnées donc, du point M, qui est celui pour lequel on veut connaître le champ électrique. C'est pas difficile, il est pile sur l'axe Z, donc ses coordonnées c'est 0 pour petit r, 0 pour θ et Z. 0, 0, Z, c'est presque un espion. Maintenant, le point P. Alors, pour P, comme lui il est dans le plan, on va le repérer. Bon, on ne va pas introduire un R' et un θ', on va le repérer avec petit r, θ, et on va prendre Z égale 0, évidemment. Bien. Maintenant, on va rappeler l'expression générale du champ au point M. Et c'est cette fois-ci, donc il y a 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est une intégrale double parce que c'est une intégrale surfacique. Donc ça va encore trop rien dire sur le calcul que je vais faire, mais on va mettre sigma ds sur la distance pm cube fois pm le vecteur. Maintenant, on va commencer à utiliser les symétries pour avoir des infos sur le champ. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, tous les plans qui contiennent l'axe OZ, l'axe sur lequel est M, ils sont des plans pi. Donc je mets plan pi. Et du moment qu'ils sont plans pi, comme M appartient aussi à ces plans, il faut que le champ soit contenu dans ces plans. Il faut imaginer tous les plans qui tournent autour de l'axe. Et ils ont tous une seule droite en commun, c'est l'axe OZ. Donc il faut absolument que le champ E soit porté au point M par l'axe OZ. On va l'écrire E égale E. A priori, c'est Z qui va nous permettre de repérer le point M. Donc on écrit E de Z, ça ne veut pas dire que ça ne dépend pas de X et de Y. Ici, il n'y a pas d'invariance par translation, mais c'est ça qu'on veut déterminer, E de Z, UZ. Du coup, notre E de Z, ça va être tout simplement E scalaire UZ. On a le droit de faire entrer le produit scalaire à l'intérieur de l'intégrale, et donc on a 1 sur 4 pi epsilon 0, une intégrale double, de sigma ds sur pm cube, pm scalaire uz. Là, on va spécifier un peu plus ce qu'on peut obtenir avec des variables en utilisant donc r et θ. Comme on a besoin du petit élément de surface, notamment autour du point P. Ce petit élément de surface, il est là. Et c'est simplement à cette échelle-là, comme il est infinitésimal, une sorte de petit rectangle. Ce petit rectangle, il a pour surface élémentaire. Quand on fait varier R de dr, ça fait un côté dr. Quand on fait varier θ de dθ, on a une petite variation de r dθ. Et donc on se retrouve avec une surface élémentaire qui vaut dr fois r dθ. Maintenant, le produit pm scalaire uz, alors comme, on va faire simple, mais si on se met même en coordonnées, en coordonnées cartésiennes, pm, le vecteur pm, si p il est repéré par x', y', z' et m par x, y, z,
Eh bien, PM, c'est tout simplement x moins x', y moins y', z moins z'. Mais dans le cas qui nous intéresse, en fait, eh bien, x et y valent 0, alors que z' vaut 0, puisque le point P est situé dans le plan. Et donc on se retrouve avec du moins x', moins y', z. Mais du coup, PM scalaire uz, c'est juste z. Du coup, on a tout ce qu'il faut pour écrire notre intégrale, mais cette fois-ci en spécifiant les variables. La première variable, c'est r, parce que c'est le premier élément différentiel qu'on met là. Et lui, il va falloir l'intégrer entre 0 et grand R. La deuxième variable, c'est θ, il faut intégrer entre 0 et 2π, puisqu'on fait tout le tour du disque. On se retrouve avec du sigma r, des r dθ, fois z, qui est une constante, hein, puisqu'on va intégrer sur r dθ, mais pas sur z, sur racine de... Donc ça, c'est la distance PM au carré. Et la distance PM au carré, en réalité, c'est juste R2 plus Z2. Oui, ça fait effectivement x' carré plus y' carré. C'est ça qui est... Je peux l'écrire explicitement. PM, c'est racine de x' carré plus y' carré. Et ça, c'est R2 en coordonnées cylindriques plus Z2. Et donc, c'est cette intégrale-là qu'il va falloir qu'on calcule. Continuons donc notre calcul. C'est ce qu'on souhaite calculer et on voit tout de suite que, a priori, la fonction qu'on a devant, là, c'est une fonction séparable parce que c'est une fonction de r fois une fonction de θ. Parce qu'effectivement, dans les faits, elle ne dépend pas de θ. Donc, du coup, on a le droit d'écrire. Alors, je vais sortir tout de suite sigma et z, qui sont des constantes pour nous. Donc, sigma z sur 4pi epsilon 0, vis-à-vis de l'intégration, c'est bien des constantes. On écrit l'intégrale sur r, qui va de 0 à grand R, de petit r sur R2 plus Z2 puissance 3,5 dr. Et puis, il y a l'intégrale sur θ de 0 à 2π. Une primitive de 1, qui est là implicitement, c'est θ, pris entre 0 et 2π, donc ça fait 2π. Et on va garder ce 2π, c'est une constante qu'on peut sortir de l'intégrale, et qu'on va garder devant jusqu'à assez tard. Même si on pourrait le simplifier, en toute rigueur. Enfin, on simplifiera quand ça nous arrangera. Bien, il nous reste l'autre intégrale à calculer. Et alors ça, on aurait besoin d'une primitive de r sur R2 plus Z2 à la puissance 3,5. C'est pas easy, sauf qu'en fait, ça a à peu près la bonne forme, là, une forme d'une dérivée composée. Je vous montre. Si on prend 1 sur racine de x2 plus R2 plus Z2, et qu'on le dérive, on fait une dérivée normale par rapport à r, puisque c'est r qui est notre variable ici. Alors, c'est la dérivée par rapport à r de, une autre façon de l'écrire, moi je le mets souvent, c'est R2 plus Z2 à la puissance moins 1,5. Donc, c'est une dérivation composée, il va falloir déjà dériver la puissance moins 1,5, donc ça fait moins 1,5 de la même chose, R2 plus Z2, mais à la puissance cette fois moins 3,5, on a enlevé 1, c'est la formule, la dérivée de x puissance n, c'est nx n-1. Et puis, il faut dériver ce qu'il y a à l'intérieur et multiplier le tout par la dérivée. Et c'est donc cette dérivée ici, c'est 2r. Et on se retrouve donc avec moins r sur R2 plus Z2 à la puissance 3,5. Donc on y est presque au signe près de ce qu'on avait au-dessus. C'est bien une dérivée assez simple à identifier. Notre E de z, du coup, va s'écrire sigma z fois 2pi sur 4pi epsilon 0 multiplié par, donc la primitive, on va mettre des crochets, c'est moins r sur R2 plus Z2 à la puissance 3,5 prise
entre 0 et R. Et quand on fait ça, pardon, il n'y a pas de R. Donc la primitive, c'est 1 sur racine de x2 de R2 plus Z2 pris entre 0 et grand R, avec un moins devant. Du coup, à cause de ce moins là. C'est juste une constante à placer devant pour être sûr d'avoir bien la bonne dérivée. On se retrouve avec 2pi sigma z sur 4pi epsilon 0. Commençons, comme il y a un signe moins, commençons par la valeur du bas. Il faut faire théoriquement moins la valeur de la primitive pour petit r égale 0. Et comme il y a un moins déjà devant, ça va faire un plus. Et donc ça fait 1 sur 0 plus z2, ça fait z2. La racine, du coup ça fait z puisque z est positif. Et puis il y aura bien un signe moins devant la valeur en grand R. Et ça fera 1 sur racine de R2 plus Z2. Maintenant, on va tripatouiller un tout petit peu cette expression-là. Racine de R2 plus Z2, on peut mettre Z en facteur à l'intérieur, enfin Z2 en facteur. C'est Z2 facteur de 1 plus R2 sur Z2. Et on a le droit de prendre la racine et de l'appliquer aux deux séparément. Et la racine de Z2, c'est Z puisque Z est positif. Normalement, ce serait la valeur absolue, mais ici Z est positif. Et donc, on se retrouve avec ça. Maintenant, du coup, notre E de Z, il va s'écrire. Alors, éventuellement, je peux simplifier les 2 pi. Sigma Z sur 2 epsilon 0. Mais il faut les garder à l'esprit, ça va nous servir. Et puis, on peut mettre 1 sur Z en facteur dans toute l'expression qui reste. Ce qui nous donne 1, ça on est d'accord, moins eh bien, 1 sur la racine. Le Z qui était là, on l'a mis en facteur. Et il nous reste 1 plus R2 sur Z2. Les Z se simplifient. Et on a notre expression finale. Sigma sur 2 epsilon 0, facteur de 1 moins 1 sur racine de 1 R2 plus Z2, non pas du tout, 1 plus R2 sur Z2. Voilà donc l'expression du champ sur l'axe d'un disque uniformément chargé. On va voir maintenant quelques cas un peu particuliers de cette expression. Qu'est-ce qu'elle donne dans des cas limites? Considérons tout d'abord le cas où on se place loin du disque. Comment est-ce qu'on exprime ça? On écrit que Z est très grand devant grand R. Alors, on va reprendre notre expression E de Z. Je vais refaire réapparaître les 2 pi, vous allez comprendre assez vite pourquoi. 2pi sigma Z sur 4pi epsilon 0. Il n'y a pas de Z, pardon. Et il nous reste 1 moins 1 sur racine de 1 plus R2 sur Z2. Alors, on va utiliser un développement limité. Et pour ça, il faut que je vous rappelle, bien sûr, parce que vous le savez, que à partir du moment où on a un truc qui est de cette forme-là, 1 plus epsilon, où epsilon est très petit, le tout à la puissance alpha, ça, en première approximation, c'est une approximation linéaire, si on cherche à approcher cette fonction-là par une droite, c'est à peu près 1 plus alpha epsilon, si epsilon est très petit devant 1. Alors dans le cas où Z est très grand devant R, notre epsilon, il va se situer là, c'est du R2 sur Z2 qui va être très petit devant 1. Et ça, là, finalement, tout ce terme en 1 sur racine de 1 plus R2 sur Z2, c'est bien une puissance alpha avec alpha égale moins 1,5. Du coup, ce qu'on peut écrire, c'est que c'est 2pi sigma sur 4pi epsilon 0 facteur de 1 moins, là on se retrouve avec notre 1, moins 1,5, ça c'est le alpha, de R2 sur Z2. Ça c'est notre epsilon, qui est tout petit.
Avec tout ça, ça se simplifie, ça part, les signes moins partent, et il nous reste juste un demi de R2 sur Z plus R2 sur Z2. Donc E de Z, c'est à peu près égal, dans le cas où Z est très grand devant R, à pi R2 sigma sur 4pi epsilon 0 Z2. Est-ce que cette expression doit être surprenante? Non, cette expression n'est pas du tout surprenante, parce que là, on identifie parfaitement la charge totale portée par le disque. Et finalement, ça ressemble beaucoup à une loi de Coulomb, Re. Donc, vu de loin, un disque, c'est une charge ponctuelle. Je sais que la surprise est immense, mais il va falloir vous remettre. Regardons maintenant ce qui se passe quand on s'approche du disque. E de Z, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0, plus besoin d'identifier une charge, donc plus besoin de garder les deux pi, 1 moins 1 sur racine de 1 plus R2 sur Z2. Quand on dit qu'on s'approche du disque, c'est qu'on considère finalement que le rayon il est presque infini, on s'approche beaucoup, et du coup R est très grand devant Z. Et dans ce cadre-là, si R est très grand devant Z, en fait 1 plus R2 sur Z2, c'est quelque chose de très très grand, même quand on en prend la racine, et du coup tout ça là, ça s'annule. Et il nous reste un champ qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. C'est-à-dire un champ qui est uniforme à la surface du disque, à peu près. Ça va marcher, en fait, on ne le voit pas encore, mais ça va marcher de façon très générale. C'est que à partir du moment où vous êtes suffisamment près d'une distribution surfacique, comme celle-ci, qui a du vide du deux côtés, alors le champ que vous voyez, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Pour finir, je vais vous montrer qu'on est aussi capable de calculer le potentiel créé au point M par le disque uniformément chargé. Ici, c'est plutôt simple, puisque on a une intégrale double, bien sûr, de sigma ds, mais on a juste Pm à mettre au dénominateur là. Alors on va spécifier nos variables, c'est R, θ, enfin c'est R et θ, pour intégrer sur le disque. Donc l'intégrale entre 0 et R, l'intégrale entre 0 et 2pi, de sigma qui est en fait une constante. On a du R, dr, dθ. Et en dessous, on a juste Pm, et Pm, on a vu précédemment que c'était juste R2 plus Z2. Du coup, là aussi, c'est pas trop compliqué de trouver la primitive. Oui, parce qu'on a encore du R qui est apparu au-dessus. On sait que la dérivée par rapport à R de ce qu'il y a en dessous, le R2 plus Z2, ça donnera du 2R. Donc, prenons par exemple racine de R2 plus Z2 pour voir, et on va la dériver par rapport à petit r. Alors c'est de la puissance 1,5, donc c'est R2 plus Z2 puissance 1,5. Quand on dérive, ça fait 1,5 de R2 plus Z2 puissance moins 1,5 fois 2R, la dérivée de R2 plus Z2 par rapport à R. Et du coup là, pas d'histoire de signe ni rien, c'est bien R sur racine de R2 plus Z2. Donc ça veut dire qu'on a une primitive directement. Et donc notre V, qui est une fonction de Z, c'est simplement, alors je vais faire très vite, 1 sur 4pi epsilon 0, sigma qu'on a pu sortir, l'intégrale sur θ, comme précédemment, ça fait encore du 2pi. Il n'y a pas de changement parce que la fonction qu'on intègre ne dépend toujours pas de θ. Il nous reste ici l'intégrale entre 0 et R de notre R sur racine de Z2 plus R2, mais sauf que on ne va pas l'écrire parce qu'on a la flemme, et on écrit directement que la primitive c'est R2 plus Z2 prise entre 0 et R, grand R, le rayon. Ici, pas d'histoire de signe moins, pas de chichi, sigma sur 2 epsilon 0, facteur de racine de R2 plus Z2, moins, en fait, du coup, quand petit r égale 0, ça fait Z. Et voilà.